Yo les trashers! Nintendo, Sony, Microsoft, EA, Valve, Ubisoft, Sega, Activision et tous les autres éditeurs de l'industrie vidéoludique sont ceux qui font la loi en matière d'accès à vos jeux vidéo. Ceux-ci ne vous appartiennent pas, sauf rares exceptions. Avant d'entrer dans les détails, je vais vous mettre au courant d'une petite offre. Sachez que GOG vous offre Soma en ce moment, le jeu Survival Horror de Frictional Games, les parents d'Amnesia, qui vous emmène dans les tréfonds océaniques pour vivre une expérience horrifique auprès d'humains corrompus, créatures bizarroïdes et de robots tueurs. Vous avez 48 heures pour récupérer le jeu, GOG proposant ces jeux sans DRM, vous serez libre de l'utiliser à votre guise. Un lien est évidemment disponible dans la description. C'est cadeau! Non, me remerciez pas. Enfin, c'est plus compliqué que ça. L'absence de DRM va certes vous simplifier la vie, mais le statut du jeu vidéo n'étant légalement pas exactement défini, offre un gouffre béant dans lequel tout le monde s'est faufilé pour créer un ensemble de pratiques plus ou moins douteuses, qui pourtant aujourd'hui font office de loi à travers les fameux termes d'utilisation propres à chaque copie de jeu et plateforme d'hébergement que vous utilisez au quotidien. Ces fameux termes que personne ne lit jamais. Dans cette vidéo, on va donc aujourd'hui faire le tri entre des idées préconçues sur le sujet et le flou législatif. Il est difficile de parler de propriété quand on parle de jeux vidéo, peu importe en fait l'option proposée. La fin des boîtes de jeux. La possibilité d'acheter encore nos jeux en boîte nous maintient autant que faire se peut dans une solide illusion de jouissance totale de ceux-ci. Pourtant, s'il est une habitude de consommation qui prend de plus en plus de place, c'est l'achat en démat. Ça rapporte bien plus aux éditeurs en diminuant les intermédiaires, avec sur le papier un coût plus bas qu'en version physique. C'est également un gain d'espace non négligeable, toute une vie de gamer pouvant tenir sur un disque dur ou dans une simple carte SD. C'est aussi un confort certain, tout est centralisé, les sauvegardes sont enregistrées en amont sur des serveurs dédiés et passer d'un jeu à l'autre se fait d'un simple clic. Petit problème, cela dit, et pas des moindres, vous consentez à ne plus posséder le jeu, empêchant de facto revente, prêt et utilisation à votre convenance des jeux que vous avez achetés. Vous êtes surpris ? Enfin, voyons, vous n'avez pas lu les accords de souscription avant de les accepter ? La démocratisation du démat, c'est donc quelque part une forme de location des jeux. Le processus de la création jusqu'à la mise sur le marché est contrôlé par l'éditeur ou l'hébergeur de jeux, ceux-ci possédant le seul droit qu'ils avaient concédé à vous donner avec l'achat en physique, le droit de distribution. Une fois ce jeu en votre possession, entre à nouveau en jeu les DRM qui, en plus de vous interdire la cession, la revente ou le prêt, vont s'assurer que vous ne fassiez rien en dehors de ce qui est prévu par l'éditeur avec son jeu. Et ça va même jusqu'au mode, les modifications de jeu par les fans, qui pourront être verrouillées, risquant de provoquer un bannissement de la plateforme de distribution et donc de facto l'accès à votre jeu quand bien même celui-ci soit une expérience solo à 100%. Pourtant, c'est bien là que se tourne actuellement le jeu vidéo, renforcé jusqu'aux mécaniques de gameplay avec notamment la notion de jeu-service où tous les services proposés dans un jeu, achat d'armes, de cosmétiques ou autres, ne sont pas cessibles. Prenons un jeu comme Fortnite, tout achat et expérience de jeu proposés ne sont pas dans un but de jouissance totale du jeu, mais sont des services offerts et rien de plus. Le véritable souci est à creuser du côté de l'obsolescence de ces services. Si votre console rend l'âme, vos jeux restent. Ils sont inutilisables, certes, mais ils sont toujours là. En cas d'arrêt de Steam, EA, Uplay, PS Plus ou autre, vous n'y aurez plus accès. J'ai parlé sur ma chaîne d'un possible scénario catastrophe si Steam venait à fermer, mais en soi, pas la peine d'aller chercher bien loin, regardez les jeux achetés sur la console virtuelle Wii. Vous avez pu les récupérer sur Wii U, 3DS ou encore sur Switch ? Non. La réponse est non. Ils sont restés sur Wii, un service qui est actuellement fermé, bloquant le téléchargement des jeux achetés et ne vous donnant aucun droit sur les titres existants ailleurs. Si vous voulez rejouer à Super Mario Bros en console virtuelle mais que vous l'avez supprimé de votre Wii, il va falloir repasser à la caisse sur 3DS. Les DRM. Sur le papier, les DRM c'est super. DRM ça veut dire Digital Right Management, gestion des droits numériques en français. Créé pour lutter contre le piratage et à l'efficacité modérée, la réalité en est tout autre. Ce sont des caméras de surveillance dans votre jeu vidéo qui vérifient si tout est en règle pour vous laisser y entrer selon les conditions parfois injustes, ridiculement sévères et parfois même un petit peu improbables, voire liberticides. Vous ne pouvez jouer à votre jeu qu'en étant connecté au réseau ? Eh bien c'est un DRM. Votre jeu gratuit n'est pas accessible si vous ne payez pas le PlayStation Plus. C'est un DRM. Vous ne pouvez jouer à Assassin's Creed Odyssey PC qu'en lançant Uplay, c'est également un DRM. Vous ne pouvez pas lancer de jeux américains sur votre 3DS, et vous avez compris la chanson. On en arrive à une situation où les contraintes imposées sont si importantes que c'est parfois plus simple et plus confortable d'y jouer illégalement. Un simple bug dans la surcouche logicielle du DRM de votre jeu et votre accès est restreint voire interdit. Encore que les DRM, même si c'est bien relou, sont plus simples à concilier avec les jeux en version physique. Comble de la fin programmée de la propriété des jeux, c'est donc le dématérialiser. Un jeu physique vous appartient-il ?
L'idée de base de cette vidéo vient de là. Quand j'achète mon jeu en physique, techniquement, il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Il est à moi. C'est Ken Kutaragi qui me l'a dit d'ailleurs, en profitant au passage pour faire un petit taunt à Microsoft dans la vidéo d'annonce de la PlayStation 4. Une idée qui s'est transmise de génération de console en génération de console, véhiculée par l'idée que l'on se fait du support physique. Pourtant, même dans ce cas de figure, va y avoir un sacré problème, l'obsolescence du matériel. Prenons simplement une console de jeux vidéo. À moins que celle-ci soit rétro-compatible, ça va être difficile de jouer à vos jeux toute votre vie, à moins que vous ne conserviez tous vos vieux modèles. Mais bon courage pour ranger tout ça. Et encore, sachez que le support de ces vieilles consoles a un terme et, à moins d'être un petit peu bidouilleur, vos consoles ont une durée de vie. Elles finiront par lâcher sans possibilité de remplacement ou de réparation officielle, vous laissant avec une collection inutilisable dans les faits. Gardez donc en tête que consoles et cartouches sont en nombre limité et destinées à diminuer jusqu'à disparition totale. Une mise en garde, certes sur du très long terme, c'est vrai, mais il n'y a qu'à regarder par exemple la montagne de cassettes audio que tonton Marcel a encore dans sa Twingo de 95 qui prennent un petit peu la poussière depuis que l'autoradio a rendu l'âme. Alors oui, rares sont ceux qui gardent leur console comme ça au fil des ans, puisque tout sera fait pour qu'on ne le fasse pas. Marketing, reprise et éventuellement rétrocompatibilité. Mais comprenez que le sujet n'est pas de savoir si les gens conservent ou non leur console, mais plutôt mettre en avant le fait qu'il existe une pseudo-propriété dont tout le monde n'a pas vraiment conscience. Ou on s'en fout un petit peu, oui, on va pas se le cacher non plus, le vieux ça n'intéresse pas tout le monde. Malgré tout, ok, vous avez la jouissance d'un bien physique et on n'ira pas remettre ça en cause. C'est ma cartouche de jeu ou mon disque, je peux là le prêter et y jouer autant que je le souhaite. Pourtant, si vous avez la parfaite jouissance d'un disque, ce qu'il contient et la manière que vous pouvez en jouir va être strictement encadré. Un droit d'utilisation. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi certains serveurs multijoueurs venaient à fermer sans crier gare, ni même demander l'avis de ceux qui sont là depuis les débuts et jouissaient de leur liberté de jouer à un jeu qu'ils ont acheté plein pot? Pourtant, que ça soit chez EA, Ubisoft, Steam, Nintendo, Sony ou n'importe qui d'autre, vous retrouverez toujours en tout petit cette mention qui dit qu'ils se réservent le droit de vous couper l'accès à tout ou partie du jeu, et ce de manière tout à fait arbitraire. Évidemment, on comprendra derrière l'idée que les serveurs, ça coûte cher, et que fatalement, quand il y a plus grand monde dessus, ça ne sert à rien de les laisser allumer. Eh, bien vu! Sauf qu'une grosse partie de l'expérience d'un jeu se voit amputée. Dites adieu à tout le service en ligne de Nintendo de l'époque Wii et DS, Mario Kart, Pokémon, Smash Bros et autres joyeusetés. Adieu à Socom chez Sony ou encore Mag dont le jeu était seulement jouable en ligne. Et quand derrière vous n'avez pas le droit, même de manière tout à fait gratuite, de créer des serveurs privés pour continuer à jouer, on peut très clairement parler de disparition progressive de certaines œuvres culturelles. Le cas est très certainement édifiant du côté des MMO, fermés à tout jamais sans possibilité de revoir un jour le personnage que vous aviez chéri des centaines et des centaines d'heures. On en reparlera le jour où World of Warcraft fermera. L'idée sous-jacente est donc bel et bien qu'en achetant un jeu, vous n'en devenez jamais propriétaire, mais vous offrez la possibilité d'y jouer dans les conditions et le temps définis par l'éditeur. Et croyez bien que de voir ces jeux malgré tout circuler de main en main sans contrôle de leur part via le marché de l'occasion par exemple, ça les emmerde un poil. Souvenez-vous de cette époque où existaient les passes online, des codes à usage unique, seul moyen de jouer au jeu en réseau, vous forçant à repasser à la caisse pour en obtenir un si, au grand malheur, vous aviez eu l'idée d'acheter le jeu en occasion. Autre cas un petit peu plus touchy, la triche et surtout le bannissement qui en découle. Si ok, on peut pester contre ces méthodes pas très réglo de jeux en ligne, c'est quand même assez étonnant qu'on accepte de telles sanctions pour une personne qui a théoriquement acheté, elle aussi, son jeu. Surtout quand la personne bannie n'a rien fait, et là c'est le pompon. Remarquez à quel point beaucoup de ces limites à la propriété des jeux sont intervenues avec la démocratisation des fonctionnalités en ligne, qui, au-delà d'une offre de jeux presque illimitée, permettent plus de contrôle. Un vide juridique. Le statut du jeu vidéo n'est pas clairement défini. Au niveau européen, on essaie de broder autour de deux grandes directives qui ne concernent pas du tout le jeu vidéo, mais dont la somme des trois permet d'en dessiner un ersatz. On a ainsi tout un texte qui traite de la partie software, un texte qui visait à protéger les logiciels créés, une tentative de protéger le numérique alors que leur nature échappait un petit peu à tout le monde. Sauf que si le jeu vidéo n'est jamais qu'un logiciel en plus joli, en vrai c'est bien plus que ça, on est d'accord. Du coup, le jeu vidéo tombe également sous le coup des textes prévus en matière de propriété intellectuelle. Aux juges alors et aux législateurs de broder avec tout ça. En France et dans beaucoup d'autres pays, mine de rien, on a ainsi choisi de baser notre droit, quand on parle de jeux vidéo, sur le travail de cadrage déjà fait par les privés, comprenez les éditeurs de jeux vidéo. Ainsi, en l'absence de texte, clair, net et précis, les accords d'usage
davantage on force de loi. On peut vous faire accepter n'importe quoi sans vraiment de limite. C'est la fête. Des textes que vous êtes forcé d'accepter, sinon, vous ne pouvez pas jouer à votre jeu, c'est tout con. Mais n'allez pas croire que je m'amuse ici à tirer sur une ambulance en pointant du doigt les méchants éditeurs qui font la loi comme ils veulent, soutenus par le gouvernement, soumis au lobby. La réalité est forcément beaucoup plus complexe. La situation est juste nébuleuse, floue, et on navigue à vue sur quelque chose qui n'a pas encore atteint la maturité juridique. Alors, des dérives, certes, il y en a, mais j'ai envie de dire, dans tous les cas, il y en a. On a beau dire que les DRM c'est le diable, les enlever c'est aussi courir le risque qu'il y ait des abus. Et ça, même GOG ou Humble Bundle le comprennent très bien. Derrière, il ne s'agit que d'une histoire de confiance envers les consommateurs. Certains prennent le risque, d'autres, non. Et ça se comprend aussi qu'ils ne le prennent pas. Derrière ces questions théoriques, il y a une industrie qui fait vivre des gens, des milliers de personnes qui dépendent en réalité des cadres existants actuellement. Conclusion. Ok, tout ça c'est pas très réjouissant. Dans l'idée, petit à petit nous sommes dépossédés, et forcément c'est frustrant. Et actuellement, que ce soit le droit européen, les accords d'utilisation ou même le simple usage, tout ça c'est des rustines. On essaie de créer un truc en collant du scotch par-ci et par-là. Pourtant je pense qu'il faut avoir conscience de tout ça. Déjà, pour pas se faire avoir, mais aussi et surtout parce que c'est d'actualité et que j'en suis conscient, cette vidéo va probablement devenir obsolète assez rapidement. Regardez déjà au loin qui pointe le bout de son nez sans crier gare, les services de streaming de jeux vidéo via Game Pass ou autre PS Now, qui sont l'apogée de la fin de la propriété, puisque vous ne paierez plus vos jeux, mais une plateforme qui, contre un abonnement, vous ouvre à son catalogue. Une forme finalement peut-être tout à fait convenable, vous me direz. Quand on voit le prix des jeux, que ce soit en démat ou en physique, pour un droit à une possession aussi limitée, je me dis, tant qu'à faire, quitte à ne plus avoir de jeux chez moi, autant que ça me coûte moins. J'ai absolument rien à gagner à conserver ce droit. Cela laisse cependant un gros point noir. L'existence des jeux est remise entre les mains des privés qui conservent des droits dessus, comme celui de son existence ou non. Imaginez que des livres ou des tableaux soient gérés uniquement sous le prisme de la rentabilité. Il y a fatalement un risque pour la préservation de ce patrimoine. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à aller faire un tour sur ma chaîne pour une vidéo en complément. Un scénario catastrophe de ce qu'il se passerait pour vos jeux si Steam disparaissait. N'oubliez pas non plus de télécharger Soma sur GOG, c'est un bon jeu. Abonnez-vous et activez la cloche, je vous souhaite une bonne fin d'année. Faites aussi un petit tour sur notre boutique de t-shirts. Ciao tout le monde!